Dès que les intellectuels sont en groupe, sont en ensemble, c'est un peu comme les sauterelles. Vous savez que la sauterelle individuelle, elle est verte, elle a son individualité. Dès qu'elles sont ensemble, elles ont tous la même couleur kaki, hein, comme des SS, et elles sont dévastatrices. Bonjour, cher Edgar Morin. Et tout d'abord, un immense merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous tous aujourd'hui à Télérama Dialogue. Alors, faut-il encore vous présenter? Pas forcément, je vais quand même le faire très rapidement. Monstre sacré de la pensée française, l'un des derniers à avoir traversé le XXe siècle, résistant, ayant quitté et critiqué le communisme bien avant tout le monde, en tout cas avant beaucoup, penseur de la complexité, penseur transdisciplinaire et indiscipliné. C'est ainsi qu'on vous présente dans votre dernier livre qui sort donc cet automne, Les souvenirs viennent à ma rencontre, chez Fayard. Car penseur, oui, donc transdisciplinaire et indiscipliné, disais-je, car effectivement, vous avez ausculté la mort, les stars, l'Europe, la culture de masse, la nature, avant tout le monde, ce qui fait aussi de vous un monstre sacré de l'écologie, ce qu'il faut rappeler. Et vous avez beaucoup écrit. On vous doit notamment un livre indémodable sur la grande illusion du communisme, autocritique, une monumentale méthode, votre œuvre majeure qui vise à relier les connaissances grâce à la pensée complexe, partir à l'abordage de tant de thèmes, aller explorer tant de monde en aurait effrayé beaucoup, mais pas vous, Edgar Morin. Vous aimez braconner le savoir, railler les frontières, les étiquettes, et aujourd'hui encore. Alors merci encore d'être là avec nous. Comment allez-vous, Edgar Morin? Ça va? Ah, oui, merci. Oui. Alors, dans votre livre, vous écrivez « Tout se rétrécit, mais le feu intense demeure en mon être. J'ai toujours la curiosité et le goût enfantin du jeu, les aspirations adolescentes, bien qu'ayant perdu toute illusion. » Alors, est-ce que vous vous définiriez encore aujourd'hui comme un éternel adolescent, Edgar Morin? Non, parce que je crois que, tout en ayant gardé, je crois, beaucoup des aspirations et des curiosités de l'adolescence, j'ai acquis quelques responsabilités d'adulte. Je dois dire même que j'ai gardé des aspects enfantins, oui. Malgré mon âge, et que dans le fond, je suis devenu âgé, c'est-à-dire que, vous savez, il ne suffit pas d'avoir vécu de l'expérience, il faut avoir tiré de l'expérience des conséquences. Alors, j'espère en avoir tiré quelques-unes, c'est-à-dire, dans le fond, comme je crois que, d'une certaine façon, tous les êtres humains l'ont, j'ai en moi à la fois de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte et de la vieillesse. Voilà, je combine tout ça dans un cocktail. Tantôt c'est un aspect qui apparaît le plus, tantôt c'est un autre. Alors, ce qui frappe quand même quand on regarde, par exemple, votre compte Twitter, mais quand on lit aussi encore ce dernier livre, Les souvenirs viennent à ma rencontre, c'est cet incroyable sentiment de joie qui vous anime, cette curiosité et ce goût pour la vie qui est présent depuis toujours. D'où est-ce que vous diriez qu'il vous vient ce goût de la vie, ce sentiment de joie, vous qui avez commencé pourtant, et vous le racontez, vous ouvrez ce livre sur ce souvenir, ce faux souvenir, vous qui avez côtoyé la mort très très tôt, puisque vous êtes né, mort-né, ce que vous racontez dans ce livre. Mais vous savez peut-être qu'il y a un lien entre cette expérience de la mort, la première inconsciente, c'est-à-dire quand ma mère a voulu m'avorter et que je suis né étouffé, et le fait que j'ai pu survivre à la mort de ma mère, qui a été pour moi la perte de l'absolu,
Donc, peut-être que les forces de vie se sont montrées très puissantes à ce moment-là. Et d'autre part, je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui me vient du caractère de mon père, qui était un homme qui aimait beaucoup la vie, beaucoup rire, beaucoup communiquer. Et je crois que j'ai acquis aussi ce trait de caractère. Et en plus, le fait que cette ascendance est en même temps méridionale fait que, effectivement, j'ai le sens de l'extraversion. Là, maintenant, je suis à Montpellier, c'est comme si je retrouvais mon propre chez moi, ne serait-ce que par la façon d'avoir des relations avec autrui. Et puis, dans le fond, je crois que je suis poussé par des forces qui me font aimer, m'émerveiller, aussi bien des personnes que des beautés naturelles, que aussi des œuvres d'art. Je ressens très fortement ces sentiments, parfois à la limite de l'extase. Donc, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'une fois qu'on se sent vraiment participer au monde, d'un côté, on ressent tous ces bonheurs, et tout en ressentant, évidemment, la révolte contre la cruauté de l'existence. Mais je pense que c'est parce qu'on est capable d'aimer et de s'émerveiller de la vie qu'on est capable aussi de résister aux cruautés et d'avoir la force de les regarder et de, si possible, s'y opposer. Alors même le pape l'a reconnu récemment, puisque je crois, enfin c'est ce que vous m'avez dit lors de notre entretien en juillet dernier, vous l'avez rencontré récemment et au moment de vous raccompagner, il a eu cette phrase « Restez jeune comme vous l'êtes, toujours ». Oui, ça m'a fait plaisir. Voilà, ouais. Et du coup, on pourrait dire finalement que vous incarnez mieux que quiconque ce concept d'immortalité que vous aviez façonné dans ce livre merveilleux qui est sorti en 1951, L'homme et la mort. Oui. Vous avez le sentiment de l'incarner, ce concept d'immortalité aujourd'hui ? Mais non, c'est-à-dire, ce que je voulais dire dans ce livre, c'était que la science donnerait les moyens de dépasser, disons, les limites normales de la mortalité biologique. Du reste, c'est un peu ce qui va se passer, du moins pour certains privilégiés, je crois. C'est-à-dire on peut intervenir sur les cellules souches, sur l'ADN. Bon. Donc, ce que j'ai voulu dire, ce n'est pas du tout la suppression de la mort, ni du tout l'immortalité, mais que la mort normale, biologique, qui s'arrête entre 70 et 90 ans, que celle-ci pourrait être une limite beaucoup plus longue, progressivement. Bon, ça, je le crois, mais plus je le crois, plus je dois en même temps dénoncer les illusions d'immortalité qu'apportent certains transhumanistes, car je pense que nous ne supprimerons jamais ni les bactéries, ni les virus qui sont très malins, qui savent muter, qui savent changer. Dans une civilisation technique, on ne supprimera jamais les accidents qui vous mettent en petits morceaux. Et puis, dans le fond, la Terre est condamnée à mort, comme le Soleil et comme l'univers. Donc, si vous voulez, la mort devient beaucoup plus grandiose parce que c'est, d'après ce que disent les astrophysiciens actuellement, l'univers doit mourir dans la dispersion totale. Donc, si vous voulez, pour moi, on peut très bien reculer. D'ailleurs, qu'est-ce que la vie ? Dès la naissance, c'est une lutte permanente contre la mort. Cette lutte va continuer de différentes façons. Mais à la fin, comme disait Staline à De Gaulle, c'est la mort le vainqueur. Voilà. Exactement. Alors, je voudrais revenir à ce livre, qui est un livre très émouvant et particulier, puisqu'en fait, vous mettez en valeur la part affective de votre vie, ce que vous n'avez pas forcément toujours fait dans vos autres livres, y compris les livres les plus intimes.
qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce nouvel ouvrage de souvenirs? Pourquoi avoir ressenti ce besoin de revisiter votre vie? Ça s'est fait en deux étapes. La première étape, je me souvenais beaucoup de personnes que j'avais admirées et qui sont complètement ignorées dans l'histoire. Quelques-unes de ces personnes, je les ai connues dans la Résistance en France, d'autres je les ai connues parce qu'ils sont issus de la guerre civile espagnole, ou d'autres. Et donc, mon idée, c'était un livre qui s'appelait « Mes amis, mes héros ». Et donc, commençant à penser à ces personnes, je pensais en même temps à l'époque où je les avais connues, et dans le fond, je me suis insensiblement amené à englober cette intention dans quelque chose de plus vaste, c'est-à-dire les souvenirs. Et entreprise qui n'était pas systématique, je ne voulais pas partir de la naissance chronologique, ce n'est pas du tout des mémoires, et simplement, vous savez, il y a des oublis, il y a même peut y avoir des erreurs, mais c'était vraiment la part émouvante pour moi de ma vie, émouvante par mes amitiés profondes, émouvante par mes amours, émouvante par mes émotions. Donc, si vous voulez, et dans le fond, j'ai passé 2 ans à les faire et j'étais à l'intérieur de ce travail. J'étais très content de faire revivre ces personnes disparues parce que la plupart de mes amis sont morts et en même temps de moi-même de me replonger dans des époques qui m'ont tellement marqué. Alors, vous vous décrivez comme un arbre solitaire, mais moi, ce qui m'a frappé, et ce qui frappera sans doute tous les lecteurs, c'est que vous n'êtes pas du tout solitaire. C'est-à-dire c'est une vie dans laquelle l'un des piliers fondamentaux, c'est l'amitié. Oui, non, quand j'ai parlé de l'arbre solitaire, j'ai voulu donner l'exemple des idées que j'ai voulu développer, diffuser. Et donc, si vous voulez, j'ai pris la métaphore de l'arbre pour dire que moi, mes graines, elles sont emportées par le vent, et puis elles vont pousser dans des terres lointaines, inconnues, fertiles pour elles, et dans d'autres, sur des sols stériles, elles vont rien faire. Ça, c'était pour un peu mes idées sur la pensée complexe. Mais en ce qui concerne ma vie, il est évident que l'amitié joue un rôle absolument capital. Tout à fait. Et il y a l'amitié et puis il y a l'amour. Ce livre est aussi un formidable hommage à l'amour. Alors vous le débutez par une citation de Lamartine, mais on pourrait citer la fin de ce poème, que le vent qui gémit, que tout ce qu'on entend, l'on voit et l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Et vous, qu'est-ce que vous avez aimé, Edgar Morin? Il y a une grande place aux émotions et aux relations amoureuses dans ce livre. Écoutez... Alors c'est difficile d'en parler devant 700 personnes. Si on pense qu'on commence à aimer à l'âge de... après la mort de ma mère, que j'ai beaucoup aimé, évidemment, avant toute chose, mais que j'ai commencé à aimer après. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait beaucoup d'amour en à peu près 90 ans, n'est-ce pas? C'est tout à fait... c'est pas une chose quantitative, c'est une chose qui est arrivée souvent. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, je crois, je suis quelqu'un qui est très facilement séduit par les je ne sais quoi, quelque chose d'un visage, et qui à ce moment-là, une fois que je suis séduit, est attiré comme par un aimant. Et, voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai fait des rencontres amoureuses et qu'elles-mêmes ont été nécessaires, disons, à ma vie, parce que après la mort de ma mère, comme je vous l'ai dit, que j'ai perdu l'amour
dans son infini, dans ce qu'il avait de plus grand. Quand on a 10 ans, qu'on est enfant unique, c'est dans le fond, c'est comme la recherche du paradis perdu. Et c'est une recherche où je ne retrouve pas le même absolu, mais où je retrouve des moments d'intensité, d'extase, d'émerveillement, de dilatation de moi, de rencontre avec autrui. Vous savez, ce qui est très important, c'est que je parle de la poésie de la vie. Et la poésie de la vie, c'est tout ce qui est communion et ferveur. Et l'amour est une chose qui vous donne ferveur et communion profonde. Et combustion, vous avez écrit que vous en aviez besoin comme instrument de combustion pour écrire, pour créer. Tout à fait. Comment vous avez fait le lien entre ce monde intellectuel, cette activité intellectuelle intense qui a été la vôtre tout au long de votre vie, et cette part affective? C'est vrai que c'est une chose dont peu d'intellectuels parlent finalement. Oui, mais parce que quand je me suis lancé dans un travail de très longue haleine, qui était la méthode, qui nécessite pour moi un isolement, une concentration, je ne pouvais pas me lancer dans une telle aventure sans que mon haut fourneau soit allumé. Et qu'est-ce qui allume et qu'est-ce qui maintient à haute combustion ces hauts fourneaux? C'est évidemment l'amour. Sinon, je n'arrive pas. Et c'est-à-dire que ma vie intellectuelle n'est jamais dissociée du reste de ma vie. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est ainsi. Et alors, dans ce livre, au sujet de ce monde intellectuel, vous avez aussi des paroles assez dures. Ce monde intellectuel n'est pas facile, il est souvent violent. Vous réglez aussi des comptes. Alors, je pense notamment à Bourdieu. Vous faites la moue, mais par exemple, Bourdieu, dites-nous un peu. Donc, alors, écoutez, je vais vous dire deux choses. Donc, d'abord, sur le monde intellectuel. Bon, quand on les prend isolément, les intellectuels ou les écrivains, les philosophes sont des hommes tout à fait intéressants, sympathiques, charmants. Mais dès que les intellectuels sont en groupe, sont en ensemble, c'est un peu comme les sauterelles. Vous savez que la sauterelle individuelle, elle est verte, elle a son individualité. Dès qu'elles sont ensemble, elles ont tous la même couleur kaki, comme des SS, et elles sont dévastatrices. L'univers des intellectuels peut être très négatif. D'ailleurs, on l'a vu par exemple à l'époque des Lumières, pour ne donner aucun exemple aujourd'hui, où les philosophes des Lumières méprisaient Rousseau, qui avait un génie autre que le leur, et qui était beaucoup plus complémentaire du leur que là. Alors, en ce qui concerne Bourdieu, je n'estime pas que c'est un règlement de compte. J'estime que quand il était de son vivant, il me considérait comme un être nuisible. Il a tout fait pour me discréditer. Par exemple, un éditeur américain, sur la demande d'un sociologue australien, voulait traduire un de mes livres et a demandé à Bourdieu comme référé ce qu'il pensait. Il a dit « il y a 100 sociologues français à traduire avant d'Edgar Morin ». Donc, il a voulu produire sur moi un assassinat psychique. Moi, sur le moment, je n'ai jamais répondu, je n'ai jamais polémiqué. Mais comme inévitablement, sa personne devait apparaître dans mes souvenirs, j'ai relevé cette attitude négative à mon égard et son caractère dominateur, mais j'estime que je ne règle aucun compte là-dessus. Ouais, cela dit, vous avez ces phrases sur tous ces diafoirus idéologiques qui n'ont cessé de régner en France. Tous ces diafoirus idéologiques qui n'ont cessé de régner en France. Il y a des courtes périodes que vous reconnaissez où le monde intellectuel se rouvre, mais les souvenirs que vous en donnez sont plutôt durs. Je me mets un peu du côté de Molière, pas du côté de sa misogynie, disons, mais de son côté où il voit le ridicule des précieux et de Trissotin, de Vadius, de ces personnages
pompeux, rhétorique, avec un langage alambiqué et compliqué. Et moi, je pense qu'il y a une grande tradition de Trissotin et de Vadius en France, y compris contemporaine. Et moi, j'ai une réaction quasi molièresque à leur égard. Voilà. Alors, ça vient peut-être de cette définition qui est donnée de vous, penseur transdisciplinaire et indiscipliné par essence. Est-ce que c'est plus compliqué d'être un penseur transdisciplinaire en France qu'ailleurs, par exemple? Vous avez connu la Californie de la contre-culture des années 60 et 70. Est-ce que c'était plus ouvert? Est-ce que c'était plus facile d'aller piocher, d'aller créer des ponts entre disciplines ailleurs qu'en France? Oui, encore que, y compris aux États-Unis, où il y a plus de libéralisme dans le système éducatif, règnent quand même les disciplines. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que, par exemple, prenez l'écologie, qui est une science polydisciplinaire. Parce que l'écologie, c'est l'idée d'écosystème qui est une organisation spontanée faite entre les êtres vivants les plus multiples, les bactéries, les animaux, les végétaux, et puis le climat, et puis le sol, la géologie, enfin tout ça. Les arbres. Donc c'est une science où l'écologue doit faire appel à beaucoup de disciplines, y compris à l'histoire humaine, puisque les humains transforment les systèmes écologiques. Eh bien, c'est une des raisons pour laquelle elle n'est pas enseignée ni à l'université, ni au lycée. Par exemple, ce qui est très curieux, c'est que ce que nous sommes, nous, êtres humains, c'est une chose quand même très intéressante, ça nous concerne. Elle n'est pas enseignée. Vous avez des petits bouts avec la sociologie, l'histoire, la psychologie, et puis le cerveau est en biologie, l'esprit est en psychologie, et puis toute notre part biologique est séparée. D'autrement dit, connaître l'humain suppose une pensée transdisciplinaire et complexe, et finalement, cette pensée ne peut pas, jusqu'à présent, avoir droit de citer dans l'enseignement. Autrement dit, c'est pour ça que le genre de connaissances et de pensée que je vis et que je préconise reste toujours marginal. Il intéresse des personnes dispersées, mais il n'est pas entré dans la culture. Entrer dans la culture, c'est entrer systématiquement dans les programmes et dans les chaires. Voilà un peu. Alors donc, si vous voulez, je suis isolé de ce côté-là, mais d'un autre côté, c'est vrai que des tas de gens très divers, de cultures diverses, sont intéressés ou incorporent mes idées. Donc, ceci compense un peu cela. La preuve ce soir, d'ailleurs. Et c'est un regret pour vous? C'est une blessure, une douleur, ce manque de reconnaissance peut-être institutionnelle? Ou vous faites avec? Écoutez, ce qui est un regret pour moi, c'est que d'être à la fois très connu et pas reconnu dans ce que j'ai apporté de plus important. Alors, sans que ce soit une douleur qui me déchire le cœur, non, mais c'est une chose que je regrette et qui, à côté du plaisir d'être connu, qui est un plaisir, mais il y a le déplaisir de ne pas être vraiment reconnu pour tout ce que j'ai apporté. En même temps, aujourd'hui, cette pensée complexe qui est la vôtre, on a l'impression que petit à petit, elle essaime quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans les champs de l'écologie, de littérature. Par exemple, L'Arbre-Monde de Richard Powers, je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est des nouveaux champs totalement interdisciplinaires qui sont en train de se féconder face à cette crise écologique. Ça, vous le voyez, vous l'observez. Par exemple, il y a ce succès de ce livre de Peter Wolbelen sur les arbres. C'est une vision qui, en France, n'aurait pas été possible il y a encore quelques années, qui aujourd'hui l'est. Et ça, c'est un peu du Edgar Morin, finalement. Bien sûr, vous savez... Je pense que mes idées progressent, mais que malheureusement, les idées contraires progressent encore plus vite, non pas peut-être parmi les citoyens et les personnes,
mais dans les organismes de décision. Par exemple, qu'est-ce qui règne aujourd'hui? C'est une pensée fondée sur le calcul, qui croit que le calcul suffit à la connaissance des humains, alors que le calcul, comme je le dis souvent, ignore le cœur, l'amour, la peur, tous nos sentiments. Alors là, quoi, c'est le PIB, c'est le taux de croissance, c'est les sondages d'opinion, et c'est les algorithmes qui vont un peu tout réguler. Bon. Et si vous voulez, moi, je ne suis pas contre le calcul, je suis pour que ce soit un auxiliaire, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, je suis contre le fait qu'elle puisse tout contrôler. Mais je constate qu'aujourd'hui, au pouvoir de décision, ce qui règne, c'est cette mentalité, c'est cette façon de penser le monde et de voir les choses comme... Donc, finalement, qu'ils voient les humains comme des objets de calcul. Donc, si vous voulez, mes idées progressent, j'en suis conscient, et je suis conscient aussi que le contraire progresse encore plus vite, au moins dans la gestion de la société. Vous me parliez lors de notre entretien récent du somnambulisme de notre époque contemporaine, et vous faisiez le parallèle avec la guerre. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce somnambulisme? C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'on ne voit pas la catastrophe qui vient? La catastrophe écologique, j'entends? Oui, donc c'est vrai que les conditions des années 30 du siècle passé et les conditions actuelles ont d'énormes différences, parce qu'à l'époque, c'était une puissance hégémonique avec une idéologie de domination raciale qui prétendait vassaliser toute l'Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et de même en Asie, le Japon. Or, donc, les conditions sont différentes. C'est vrai qu'il y a eu une grave crise économique qui a déclenché tout un processus qui a conduit à la guerre en 1929 et la suite, dont l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mais qui a eu aussi une crise économique en 2008, qui n'est pas nécessairement terminée. Et alors, ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, comme à l'époque, tout en voyant les périls monter, on continuait à vivre au jour le jour, comme si tout pouvait continuer. Et aujourd'hui, en voyant les nouveaux périls, c'est-à-dire ce péril global sur la biosphère qui n'est pas limité au réchauffement climatique, qui est aussi la dégradation des sols partout, les pollutions urbaines et rurales, le mode de consommation alimentaire, enfin, la biodiversité, c'est un problème énorme qui touche pas seulement la nature, mais nos vies. Ce problème-là, on le minimise. Bon, fort heureusement, aujourd'hui, une partie de la jeunesse se mobilise, mais seulement pour le réchauffement climatique, comme si c'était l'essentiel, alors que c'est une partie d'un tout. Bon, il y a des prises de conscience. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup d'associations de solidarité, d'économie sociale et solidaire, qui représentent une aspiration vers un mieux vivre. Mais je vois aussi que au niveau de l'État, des partis politiques, des organisations, des administrations, les choses restent statiques et immobilistes. Donc, c'est une situation où je pense que rien n'est joué définitivement, mais puisque dans le fond, moi, mon expérience, c'est que l'inattendu sauveur peut arriver comme il est arrivé en 1941. Mais si vous voulez, c'est pour ça que je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas optimiste. Je pense qu'il faut continuer sur la même brèche, à essayer à prêcher dans un demi-désert. Voilà ce que je peux faire. Alors en même temps, ce demi-désert, il se peuple petit à petit. Là, ce week-end, il y avait plus de 4 millions de jeunes qui sont sortis dans les rues un peu partout autour de la planète. Alors c'est vrai que c'est beaucoup sur le climat, mais pas uniquement sur le climat, c'est les conditions de vie sur Terre. Ça vous redonne espoir? Vous trouvez que c'est un signe positif, d'optimisme? Tout à fait, parce qu'il y a un an, on n'aurait pas pu avoir ce brusque surgissement de la jeunesse, une jeune fille
devenir brusquement elle-même la porteuse du message, et ce mouvement. Donc, c'est pour vous dire que moi, j'ai toujours espoir dans l'inattendu, dans l'improbable, et que c'est un cas typique où cet inattendu est arrivé, et j'espère que ce mouvement pourra se développer. Oui, d'ailleurs, vous prenez beaucoup cette idée d'îlot de résistance. Vous croyez beaucoup aux îlots de résistance, des regroupements d'individus qui proposent et qui créent autre chose. Moi, je pense, si vous voulez, à l'exemple de la résistance que j'ai vécue, le nom de la résistance était en fait un oui à la liberté. C'est pour ça que la résistance même a secrété un programme qui était celui du Conseil national de la résistance, qui représentait des lignes directrices pour une société meilleure. Donc, à mon avis, tout ce qui est opposition contient une aspiration très positive. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit, dirons, dans les formes multiples d'associations solidaires et autres qui se multiplient en France et partout. Là aussi, tout ce qui est espoir fermente, bouillonne, est dispersé. Et tout ce qui est négatif se trouve toujours dans les systèmes qui contrôlent et qui dominent. Alors vous-même, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, vous êtes même allé voler des chaises chez HSBC pour protester contre l'évasion fiscale. Hein, ce qui... Est-ce que... C'est pas moi qui ai fait le vol, non. Mais j'ai pris sur moi la garde d'une des chaises volées. Et parce que je pense qu'il y a... Je ne suis pas pour n'importe quel acte de désobéissance civile, mais il y en a qui ont un sens très, très profond. Et là, il s'agissait d'une banque qui avait favorisé l'évasion fiscale à un moment donné où le fisc, lui, on essaye de résoudre les problèmes en accroissant la suppression des postes de fonctionnaires, d'éducateurs, etc. J'ai pensé que vraiment c'était quelque chose qu'il fallait contribuer à ce... Parce que ce petit groupe basque Alternatiba avait fait le vol de chaises et l'avait distribué. J'étais content de participer à cette petite action. Et justement, ces derniers mois, il y a de nombreux décrochages de portraits d'Emmanuel Macron pour protester contre le décrochage de la politique climatique d'Emmanuel Macron. J'ai vu sur votre fil Twitter que vous étiez un peu critique sur ces décrochages. Pourquoi ? Alors, parce que c'est une action visant une personne individualisée et que je ne suis pas pour ce genre d'action où on se fixe sur un individu et beaucoup plus sur des choses qui ont un caractère plus que collectif. Donc, c'est pas que j'étais contre, je n'étais pas pour, et du reste, j'étais satisfait du verdict qui innocentait ces décrocheurs, mais je pense que moi, je suis contre toutes les polémiques personnelles. J'adore les polémiques d'idées, je fonce dans toutes les polémiques, mais sans prendre une personne dans surtout dans sa photo, derrière son être, l'image de son être physique. Moi, je ne suis pas pour. Voilà. Donc, c'est tout. D'accord, parce que c'est également le même mouvement, d'ailleurs, Alternatiba, ANV COP21, qui a initié aussi ce mouvement de désobéissance civile. Oui. Oui. Et le fait que de plus en plus de scientifiques, il y a eu une tribune qui a été publiée dans la très prestigieuse revue Nature, début septembre, par 2 scientifiques britanniques, qui appellent à la résistance et à la désobéissance civile. Est-ce que pour vous, vous y voyez le signe qu'il y a un besoin de radicalité qui s'exprime de plus en plus, qu'il y a besoin de trouver une forme plus politique pour essayer de faire changer les choses dans ce... Vous savez, selon les situations et selon l'aggravation de la situation,
les actions peuvent être plus ou moins radicales. Par exemple, quand on était occupé par l'armée azérie, une des réponses était de faire la résistance avec tout ce que ça comporte d'engagement total de vie ou de mort. Donc aujourd'hui, il faut voir dans quelles conditions nous pouvons promouvoir certains actes de désobéissance civile qui ont un caractère symboliquement salutaire et d'autres qui ont un caractère peut-être prématuré, ne convenant pas aux circonstances. Alors, moi, je suis très sympathisant avec des mouvements comme le mouvement Extinction et Rébellion, n'étant pas d'accord sur toutes les formes de rébellion que l'on peut d'ores et déjà avoir. Si on arrive dans des situations beaucoup plus graves, on peut voir de nouvelles formes de rébellion. Voilà. Je pense que tout ceci doit être vu en fonction du contexte. Et c'est vrai que vous êtes beaucoup rebellé tout au long de... Vous êtes beaucoup rebellé tout au long de votre vie. Écoutez, actuellement, non, je peux être un rebelle potentiel, mais se mettre en rébellion, c'est un acte qui vous met un peu en dehors de la loi. Moi, je reste plus ou moins dans ce cadre-là, et j'interviens dans le cadre qui est le mien, la parole, l'écrit, voire la transmission radio, tout ça. Mais je pense que vient un moment peut-être où il faut la rébellion. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase historique assez inquiétante. Nous voyons partout la crise de la démocratie, des systèmes néo-autoritaires s'implanter qu'on appelle un peu bêtement populistes, et de plus en plus les conditions de savoir comment résister à cette vague. Et il est évident que selon les conditions, selon l'état de la dictature, il y a différents moyens. Mais par exemple, prenez en Russie, oui. Évidemment, c'est à travers des manifestations ou des écrits clandestins que ça se fait. Bon. Chaque cas doit avoir ses formes propres de résistance. Mais moi, je crois beaucoup plus au mot résistance que de mot rébellion. Pourquoi? Et je pense que la résistance, on peut déjà l'avoir dans son esprit, dans ses actes, dans ses pensées, et qu'à mon avis, la résistance aujourd'hui, elle est contre deux formes de barbarie, comme je l'ai dit dans mon livre, c'est-à-dire d'abord cette vieille barbarie qui revient, qu'on croyait un peu éliminée à la fin du XXe siècle, encore que la guerre de Yougoslavie nous l'ait ramenée d'une façon effrayante. Mais nous voyons la vieille barbarie partout, le meurtre, l'assassinat, les tortures, enfin tout ça. Vous savez, quand on reçoit les documents de Amnesty International et d'autres, on est alors un peu partout, hein, ça revient, y compris en Europe. Et l'autre barbarie, c'est celle qui est venue de notre civilisation, cette barbarie glacée du calcul dont je vous ai parlé, et qui en plus est fondée sur la croyance que le profit déchaîné pourra nécessairement non seulement traiter les grands problèmes sociaux, mais être un facteur d'amélioration de l'humanité, alors que c'est vraiment une barbarie aveugle, d'abord sur nos réalités, et qui nous conduit à des catastrophes. Donc, si vous voulez, moi, j'aurais voulu être tranquille, parce que j'ai envie de me reposer. Mais jamais les événements ne m'ont laissé tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de ma faute. Et donc, je vois qu'aujourd'hui, je suis obligé d'être présent sur ces deux fronts, maladroitement, avec mes petits moyens, mais je fais ce que je peux. Voilà. Maladroitement, pas si maladroitement que ça. Alors je vois que le temps file et je voudrais laisser la parole aux questions du public. Voilà, si vous pouvez me les traduire, parce oui. que la solo, je ne comprends rien. Très bien. Donc voilà, j'ouvre les questions. Ah, je vois une question là-bas, madame. Vous avez un micro ?
Bonsoir, merci pour le micro. Monsieur Morin, en 2012, je crois que vous avez lancé l'idée d'un tribunal contre les crimes pour cerner les crimes contre la nature et contre l'avenir de l'humanité. J'aimerais savoir ce qu'il en est. Donc vous avez lancé l'idée d'un tribunal contre les crimes de la nature en 2012, qui était peut-être lié à cet appel des fraternités. Je ne sais pas si c'est de ça dont vous parlez, non? À Quito, au Pérou, Quito. L'idée, en Équateur, pardon. C'est l'Équateur. L'Équateur. Vous avez participé à ce lancement d'un tribunal contre les crimes, pour juger des crimes contre la nature. Est-ce que vous y participez encore? Parce que ces tribunaux continuent à exister, je pense. Mais... Écoutez, non, cette idée m'avait semblé intéressante à élaborer, assez difficile à mettre en œuvre. Et finalement, ce tribunal n'a pas existé à ma connaissance. En réalité, ce n'est pas ni à Quito ni au Pérou, c'est au Brésil, qui souffre malheureusement aujourd'hui d'une situation politique affreuse, mais c'est au Brésil que cette idée était venue, et j'avais dit oui, il faut l'examiner, parce que c'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile que de juger d'un crime de guerre ou des choses comme ça. Mais enfin, je pense que l'important dans cette histoire, c'est que certaines atteintes qui portent finalement atteinte à la vie, qui polluer les eaux d'une façon systématique, devient criminelle. Et donc, je pense qu'il faut repenser ce problème, mais je n'ai pas la clé, pas du tout. Pour vous, le droit, l'instrument juridique, ça peut être une option? Parce que c'est vrai que ces 5 dernières années, on voit toute une nouvelle jurisprudence se construire qui accorde des droits à la nature. Notamment, par exemple, il y a ce fleuve en Nouvelle-Zélande, le Wanganui, qui s'est vu doté d'une personnalité juridique. Pour vous, ce sont des clés, des outils pour... Ce sont des moyens qui peuvent être utiles. Tout ce qui peut servir à préserver la nature, ses droits, évidemment, aux animaux, aux fleuves. Mais je pense que l'action doit être beaucoup plus portée directement contre les effets, par exemple, de la déforestation, contre les effets de la pollution urbaine, contre les effets de la dégradation climatique. Tout ceci, l'important aujourd'hui, c'est de créer une prise de conscience collective, massive, qui puisse transformer. Voilà, à mon avis, la grande tragédie du moment, c'est que tous les problèmes fondamentaux de l'humanité sont liés parce que la mondialisation a créé une communauté de destin pour tous les humains sur toute la planète. Or, alors que ça devrait rendre conscient un peu partout à cette communauté de destin et à créer quand même une conscience internationale qui, elle seule, est indispensable à ce que les États et les nations prennent les mesures nécessaires, en fait, les angoisses provoquées par la situation, l'incertitude du futur, toutes les dégradations, provoquent un repli sur les identités particulières et singulières, ethniques. On trouve beaucoup plus des boucs émissaires, l'étranger, l'autre, etc. Et au lieu de prendre conscience de cette communauté de destin, cette communauté humaine qui est le seul préliminaire pour qu'une action soit efficace, on n'y arrive pas. Et moi, beaucoup de mes efforts convergent pour cette prise de conscience. Et quand vous avez fait allusion à ma rencontre avec le pape François, c'est bien dans ce sens-là que j'ai parlé, puisque lui-même incarne cette prise de conscience. Il s'agissait de quoi dans cette rencontre? Que lui avez-vous demandé au pape François? Que lui avez-vous demandé au pape François? L'idée, c'est quoi?
Je lui ai dit que, étant donné l'argument que je viens de vous donner, que je lui ai donné, la nécessité de cette conscience planétaire dont il est un des rares incarnations, qu'il réunisse dans une sorte de symposium une dizaine ou douzaine, je ne sais pas, de personnalités religieuses ou laïques qui ont tout en commun cette préoccupation du destin de l'humanité à façon de contribuer à cette conscience. Et il m'a répondu que lui, ce qu'il était en train de faire actuellement, enfin, quand je l'ai vu, c'était au fin juin, mais je crois que ça commence à se réaliser. Il essayait de créer un comité mondial de fratellanza universale, c'est-à-dire de fraternité universelle, et qu'à ce moment-là, ce comité existant, il pourrait un peu aller dans le sens de ce que je lui ai demandé. Voilà un peu l'idée. Une autre question, monsieur? Monsieur Edgar Morin, est-ce que le fait que pour la première fois depuis très longtemps, une liste arabe appuie un candidat pour la présidence, pour être Premier ministre d'Israël, serait un petit espoir pour la solution, pour la paix au Moyen-Orient? C'est juste une question. Est-ce que le fait qu'une liste arabe appuie le choix, oui, appuie pour les prochaines élections à venir en Israël, est-ce que vous y voyez un signe d'espoir pour la paix dans le monde arabe et précisément pour Israël? Écoutez, pour le moment, je pense que les espoirs sont très très faibles. Je ne sais pas du tout ce qui sortira. D'abord, si Gantz sera nommé Premier ministre, la coalition qu'il fera et l'orientation qu'il suivra. Mais quand on voit actuellement la situation géopolitique, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une alliance de fait entre le pouvoir israélien que de Netanyahou, qui peut-être va continuer, entre ce pouvoir, celui du président Trump, celui de l'Arabie saoudite, avec un ennemi commun qui est l'Iran, chiite pour les Arabes et l'Iran menaçant pour Israël. Quand on voit que cette coalition s'est formée, le destin du peuple palestinien n'a aucun horizon, aucun espoir. Alors on peut dire la conjoncture historique peut changer, l'opinion publique peut évoluer en Israël, puisque dans le temps, il y a eu une importante gauche qui était pour la reconnaissance des deux nations. Aujourd'hui, il n'y a aucune majorité, il y a même une faible minorité pour ça. Je crois qu'il faut voir la situation dans toute sa tragédie. Et moi, en ce qui concerne la Palestine, pour laquelle je connais le droit, comme à Israël, d'avoir son État national, je ne peux qu'être du côté des vaincus. Ce n'est pas parce qu'ils sont vaincus que c'est une cause qui doit être oubliée. N'oublions pas les vaincus, comme on n'oublie pas les Indiens d'Amérique, comme on n'oublie pas les Indiens du Canada, comme on n'oublie pas ceux qui ont été aussi d'Amérique latine, en Amazonie. Moi, je n'oublie pas les vaincus et je pense qu'il faut toujours s'en souvenir. Voilà. Bonjour, je me questionnais par rapport à ce que vous appelez le somnambulisme de l'époque moderne. J'aimerais savoir, par rapport à l'écologie donc, j'aimerais savoir, vous qui avez été ministre de la propagande, si vous songiez, d'un point de vue conséquentialiste, donc, qu'une propagande ou l'équivalence serait nécessaire pour changer, modifier l'opinion publique, entre guillemets, comme face à une propagande qui existe déjà de fait en faveur d'un point de vue où tout va bien se passer, etc. Et si oui, par quel biais?
C'est-à-dire vous appelez à l'établissement d'une nouvelle propagande écologique, c'est ça? Oui, je demandais s'il pensait que c'était une bonne question, conséquence. Voilà, est-ce que pour aller plus vite, pour lutter plus contre les périls écologiques qui nous atteignent, est-ce qu'il ne faut pas passer à une vitesse supérieure et utiliser des outils de propagande comme ceux qu'utilisent les pouvoirs en place? La difficulté, c'est comment voilà, cette idée de la propagande. Mais nous n'avons pas ces outils de propagande, justement. Nous n'en disposons pas. Nous ne sommes pas les maîtres des médias. Nous ne sommes pas les maîtres des communiqués officiels. Le seul pouvoir, c'est parler, avoir des tribunes quand on nous offre des tribunes et essayer de créer un mouvement qui, en simplifiant, pourra à un moment donné dépasser un certain seuil et devenir une force historique réelle. Dans l'histoire, ça s'est toujours passé comme ça. Vous avez au début une pensée déviante, que ce soit celle du Bouddha, que ce soit celle de Jésus, que ce soit celle de Mohamed, que ce soit celle de Karl Marx, vous avez toujours une pensée déviante qui peut être écrasée au début, et si elle n'est pas écrasée, si elle réussit à créer ses réseaux, si elle continue à se développer, ça devient une tendance. Et cette tendance, si elle se fortifie, devient une force historique. Et pour nous, disons, le cas de l'écologie est absolument typique. Au début, c'est un message qui est reçu par quelques-uns et qui commence à créer un petit réseau de gens qui sont convaincus et qui vont parler. Et puis après, avec les événements, avec Trama Island, avec Tchernobyl, avec les pluies acides, avec beaucoup de choses, il va y avoir différentes prises de conscience et le mouvement va s'amplifier. Mais ce mouvement est devenu une tendance historique, mais il n'est pas devenu une force historique suffisante. Et il a commencé à ébranler les États, puisqu'il y a eu les réunions de Paris grâce à Nicolas Hulot. Mais on sait que les engagements de Paris n'ont pas été tenus ni par le Brésil, ni par les États. Donc, si vous voulez, on est dans une lutte permanente. Il faut continuer cette lutte permanente. On ne peut pas inventer des moyens que nous n'avons pas. Nous devons utiliser les moyens que nous avons. Voilà ce que je peux dire. Par exemple, ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, qui est une proposition alternative, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous y voyez une graine d'espoir, un îlot de résistance? Tout ce qui manifeste les ébauches d'une nouvelle civilisation, où il y a plus de communauté, plus de communion, où il y a à la fois plus d'initiative, plus de créativité, plus de compréhension mutuelle, tout ce qui est l'ébauche d'une telle civilisation est bon et positif. Et c'est ça qu'il faut reconnaître, qu'il faut, disons, faire connaître, et c'est ça qu'il faut encourager. Une question ici. Bonsoir et merci. Je voulais rebondir, moi, à la réponse que vous avez apportée à la première question et notamment à la communauté de destin et la fraternité. Pardonnez vraiment la naïveté de ma question, mais comment est-ce qu'on peut vraiment être fraternel quand, juste tout à l'heure, quand on est rentré, comme il y avait beaucoup de monde, j'ai senti beaucoup d'ondes négatives et de gens qui s'énervaient, alors même qu'on vient voir le prince de la fraternité. Alors, merci. Est-ce que on répond à ça par de l'intelligence émotionnelle, apprendre comment notre cerveau fonctionne et nos émotions pour pouvoir s'autoréguler et ne pas aller tout de suite vers l'énervement, qui est un petit peu, à mon sens, ce que la société nous pousse à faire pour devenir uniquement des consommateurs? Est-ce que vous voyez d'autres solutions? Oui, cette communauté de destin que vous appelez de vos voeux, vous aviez d'ailleurs lancé un appel des fraternités il y a peu. Comment la mettre en place concrètement? Alors mademoiselle faisait référence au fait que tout à l'heure, elle faisait la queue pour venir vous voir et que vous étiez très nombreux et donc les gens étaient nerveux et qu'une de nos tendances émotionnelles est de nous énerver, de nous mettre les uns contre les autres. Donc comment concrètement, en fait, comment arriver à mettre en place cette communauté de destin? Est-ce qu'il faut travailler plus sur nos intelligences émotionnelles individuelles et collectives? Par où commencer? Par de multiples moyens, et bien entendu.
parce que vous savez que la raison seule a des moyens d'action limités, que l'émotion peut très bien mobiliser, mais que l'émotion seule peut avoir des formes un peu délirantes. Le vrai problème est l'union permanente, la dialectique permanente entre la raison et la passion. Ça, c'est une chose fondamentale. Maintenant, vous savez, les problèmes de vivre ensemble sont des problèmes difficiles qui nécessitent une longue expérience. Moi, j'ai l'expérience des communautés qui se sont créées en Californie entre jeunes qui allaient même jusqu'à la communauté sexuelle. Alors, ils mettaient tout en commun, mais il se trouvait que d'un côté apparaissaient des conflits de caractère et d'individualité, et que d'un autre côté, la communauté sexuelle aboutissait à la privation de la sexualité d'une partie des hommes et surtout des femmes au profit de ceux qui avaient une très bonne réputation sexuelle. Donc si vous voulez, et d'ailleurs l'expérience des premiers kibbutz en Israël, il y a eu un très beau livre qui s'appelle « Les évadés du paradis », écrit par Maurice Politi, paru en français, où lui et sa femme sont allés dans un kibbutz totalement communautaire, et rapidement la vie ensemble avec des gens qui finissaient par ne plus se souffrir devenait impossible. Donc c'est très difficile. Il y a un problème d'auto-éducation et d'éducation générale. Si notre enseignement était adapté, il enseignerait la compréhension d'autrui, qui est une condition fondamentale. La compréhension d'autrui qui elle-même explique la compréhension de soi-même, parce que soi-même, on se connaît très peu, on croit se connaître, on se ment beaucoup à soi-même. Il y a la compréhension d'autrui, et comprendre ce que c'est qu'un être humain, qui est un être instable, que l'homme est sapiens et démens, est capable de raison et de folie, que l'homme vit pas seulement par la technique, mais par le mythe, par l'imaginaire. Il faut que l'on comprenne un peu tout ça pour voir comment on peut réussir à nous mettre ensemble. Jamais, à mon avis, on éliminera la concurrence et le conflit. Jamais on aboutira à une société parfaite, mais toujours il y aura un combat permanent entre ce qu'on peut appeler les forces d'union, d'association, d'amour, d'amitié, et les forces de désunion, de dislocation, de haine et de mort. Et ça, Héraclite, le vieux philosophe du 6 siècles avant notre ère, avait dit « Concorde et discorde sont père et mère de toutes choses ». Et on le voit dans l'histoire du cosmos, tel que nous expliquent aujourd'hui les astrophysiciens, et on le voit dans l'histoire de la vie, où nous découvrons qu'il n'y a pas seulement le conflit, mais aussi la coopération, l'entraide. Et dans l'histoire humaine, c'est le conflit permanent de ce que Freud appelait le lien inextricable des deux ennemis inséparables, Eros, l'amour, et Thanatos, la mort. Et nous c'est ça la vie. Et nous, tantôt, Eros prendra le dessus, tantôt ça sera Thanatos. Mais qu'est-ce qui est important ? Important, c'est de prendre le parti d'Eros. Parce que si vous prenez le parti d'Eros, vous êtes du bon côté, vous vous tonifiez, vous êtes content, vous êtes pour le meilleur. Et puis vous ne vous souciez pas de ce qui va arriver. Tant pis, chacun d'entre nous est un petit élément, une petite particule dans une gigantesque aventure. Et c'est ça qui est important, je crois, aujourd'hui. Et c'est ça mon message le plus profond aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors on va terminer sur ce formidable message, cette conclusion, prendre le parti d'Eros contre Thanatos, c'est ce que vous avez fait. Merci 1000 fois, Edgar Morin, d'avoir partagé cette heure avec nous. Merci à tous d'être venus. Et voilà, merci.